Entretien, l'interview, le débat libre, l'interview, entretien. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Le Débat Ivoirien TV. Merci beaucoup, merci pour cet accueil chaleureux militant. Oui. Ça m'est allé droit au cœur, je me sens chez moi ici en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Je m'appelle Tchéhelou Nyamassadi Alphonse Hefoume-Lawson. Je suis le coordinateur de Codi Togo, la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Je suis également leader du projet panafricain Pyramide et également président du mouvement pour Togo Nouveau. Je suis panafricaniste et économiste de formation, consultant en sciences politiques. Je suis également membre du bureau de gouverneur de l'Université Saint-Boniface au Canada. Je suis impliqué dans beaucoup d'associations au Canada, dans la francophonie canadienne. Et aujourd'hui, je me fais le plaisir de partager le plateau avec Hervé Macré et toute son équipe. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien, je salue donc le débat ivoirien et tous les membres de l'équipe de M. Macré. Nous sommes bien avec un grand leader. Alors, avant de nous dire ce que c'est que Codi Togo, Pyramide et MTN, alors, que faites-vous sur le bord de la lagune Ébrié? J'avoue que c'est un grand moment pour moi de venir ici au bord de la lagune Ébrié sur la terre du président Félix Houphouët-Boigny. En ce moment douloureux pour la Côte d'Ivoire, pour toute l'Afrique, pour présenter au nom de toute la diaspora togolaise mes condoléances à la famille du président Kona Bédié qui nous a quittés récemment. C'est un grand homme qui a porté le flambeau du grand parti RDA PDCI. C'est le plus grand parti panafricain dans l'histoire de l'Afrique après l'ANC. Et il me semble qu'il est important que nous venions, en tant qu'Africains, en tant que panafricanistes, venir présenter nos condoléances les plus attristées, non seulement à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, mais aussi à la famille du président Kona Bédié. Merci. Avant que je me retire, dites-nous tous ces mouvements que vous portez. Codi Togo, Pyramide et MTN. Qu'entendons-nous par tous ces sigles? Bien évidemment, Codi Togo est la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie. Vous savez que le Togo est un pays qui, depuis une soixantaine d'années, est devenu une prison à ciel ouvert, ou qui a connu le premier coup d'État militaire, le président démocratiquement élu, le président Sylvanus Olympio a été tué en 1963, le 13 janvier 1963, par la France-Afrique. Ça a suivi une dictature implacable militaire qui a imposé 38 ans d'un régime autocratique, un régime scélérat, un régime qui viole les droits de l'homme et qui a jeté beaucoup de Togolais en exil, en a tué beaucoup. Et donc, à la fin de cette dictature militaro-clanique, du feu et l'agrément, son fils a pris le pouvoir dans le sang, en massacrant plus de 2000 Togolais. Un rapport de l'ONU a fait état de ce massacre. Et beaucoup de Togolais se sont retrouvés en exil, beaucoup ont été tués. Et aujourd'hui, nous avons plus de 120 prisonniers politiques dans les géants de Fagne Assimilé, son fils, qui a fait un triple coup d'État, un coup d'État constitutionnel, un coup d'État militaire et un coup d'État institutionnel.
Et donc, je rappelle que Faure Gnassingbé est en train de préparer son 5e mandat dans ce paysage de la CEDEAO. Aujourd'hui, vous savez qu'avec la crise au Niger, on parle de coup d'État, où il y a des bruits de bottes, n'est-ce pas, alors que le Togo est au cœur de ce dispositif de coup d'État permanent. Et donc, Faure Gnassingbé est en train de préparer son 5e mandat. Voilà, dans ces conditions-là, il est clair que les Togolais s'organisent. Et ils se sont donc organisés à travers différents mouvements et associations. Et dans le cadre de ce qui me concerne, je suis le coordinateur donc, de la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie, un mouvement qui s'est forgé à Paris en 2018. Ensuite, on a eu notre premier congrès sur la terre africaine au Sénégal à Dakar. Et donc ce mouvement-là milite pour l'alternance et la démocratie au Togo, mais aussi pour les droits de l'homme, pour que le Togo qui est devenu une prison ouverte soit enfin libéré. Nous sommes convaincus que si le Togo est libéré, toute la CEDEAO sera libérée et toute l'Afrique elle sera également libérée. C'est un peu ce qui motive notre combat au niveau de Togo. En ce qui concerne Pyramide, avant d'arriver à Pyramide, nous allons arriver parce que c'est bien haut. C'est une pyramide. Vous dites, si le Togo est libéré, toute l'Afrique de l'Ouest ou toute l'Afrique sous-régionale sera libérée. Comment? Expliquez-nous. Votre question est assez pertinente, hein, parce que si nous nous référons, n'est-ce pas, à l'historicité de nos États après les indépendances, comme je viens de l'indiquer, le Togo a été toujours je dirais une terre ou un laboratoire de cancérigènes en quelque sorte pour le continent africain. Donc le premier coup d'État a eu lieu au Togo qui a vu l'assassinat du président Sylvanus Olympio en 1963. Le régime militaire qui a violé les droits de l'homme, qui a assassiné les Togolais qui les a jetés en prison, ce régime a connu sa férocité également au Togo avec Eyadema père. Vous voyez, c'est au Togo où, pour la première fois, quand le président Eyadema est mort, son fils a pris le pouvoir, donc une succession monarchique en violation flagrante, n'est-ce pas, des dispositions constitutionnelles. Et on a vu cela se répéter au Gabon. On l'a vu se répéter au Tchad récemment où le président Macron est venu lui-même adouber le fils d'Idriss Déby, Kaka Déby, en l'imposant au Tchadien. Ouais, donc c'est au Togo que ça a commencé. Aujourd'hui, on parle de tripatouage constitutionnel. Je veux rappeler aux Africains que c'est également au Togo que ça a commencé en 2002, où il y a des membres qui les tests constitutionnels ne lui permettaient pas de remplir un mandat supplémentaire, a dû changer la constitution, puis patrouiller cette constitution-là. Et son fils a fait de même en 2020, vous voyez, en 2020, oui, où il a tripatouillé la constitution pour mettre le compteur à zéro. Il est en train de préparer son 5e mandat. Donc le Togo est un très mauvais exemple dans la sous-région, en termes de gouvernance, en termes de violation des droits de l'homme, mais en termes de régime militaire fermé et qui ne respecte pas les droits de l'homme. C'est pourquoi nous disons que si jamais le Togo est au cœur automatogène de la France-Afrique, et si le Togo est libéré, bien évidemment, l'emprise de la France-Afrique sur les pays francophones, l'espace francophone, devrait diminuer et permettre aux Africains de reprendre la souveraineté que les Africains recherchent aujourd'hui, en tout cas la jeune génération recherche aujourd'hui avec beaucoup d'ardeur, de détermination et de courage. Alors, que pensez-vous que le projet panafricain Pyramide peut faire dans une telle ambiance, dans le contexte? Bien évidemment, le projet panafricain, le projet Pyramide, s'inscrit dans une rupture ontologique qui essaie de promouvoir une autre vision, n'est-ce pas, de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple. Vous voyez, au début des années 90,
le courant démocratique qui a emballé l'Afrique s'est très rapidement cristallisé autour des partis politiques. Et on a vu que ceux les Occidentaux, notamment la France, qui avaient encouragé au départ cette forme de démocratie, très rapidement l'ont vidé de leur substance. Donc la démocratie est devenue un chèque sans provision. Et quand les peuples africains sont allés à la banque de cette démocratie pour réclamer justement les comptes, n'est-ce pas, de cette démocratie, les comptes étaient vides. Quand je parle de comptes, je fais référence d'abord aux élections. Le peuple a cru à cette démocratie étalée et s'est rendu compte que, quand il vote, les résultats des votes sont toujours inversés. Première accro majeur, hiatus majeur. Secondo, quand le peuple croit à la constitution qu'elle s'est donnée par référendum, quand le moment arrive pour que cette constitution soit appliquée, on remarque que c'est à ce moment précis qu'on procède à des tripatouages constitutionnels. Et enfin, quand il s'agit de la question de la gouvernance, le peuple s'est rendu compte que les gouvernants ne rendent pas compte de la gestion de l'État au peuple, ce qui amène justement des questions de corruption, de dilapidation des ressources et aussi d'endettement. Et enfin, la question des droits humains. Ouais, donc quand vous prenez les 4 éléments importants, les 4 piliers de la démocratie, on se voit que c'est devenu un bluff, une chimère, et qu'on a essayé de détourner, n'est-ce pas, les vrais enjeux de la démocratie en laissant la coquille vide. C'est pourquoi c'est ce qui explique aujourd'hui cette révolte populaire qui voudrait faire une rupture avec cette forme de démocratie qui est juste classique, qui est, je dirais, de surface, qui n'est pas réellement la démocratie démos, un peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Et donc, aujourd'hui, le peuple africain réclame la souveraineté. C'est ce qui s'est exprimé au Mali, bien qu'il y a eu des élections, bien qu'il y a un gouvernement élu, puisque ce gouvernement n'arrive pas sur le plan justement de la gouvernance, sur le plan sécuritaire, de pouvoir protéger efficacement le peuple, il y a eu des militaires partisans qui ont décidé de rendre la souveraineté au peuple. On a vu ce phénomène également au Burkina et également en Guinée. Et aujourd'hui, le cas du Niger est un cas assez emblématique qui repose la question fondamentale de la France-Afrique, de la néocolonialité, et qui met en procès justement ce refus de la France de décoloniser les pays africains à travers justement sa présence des bases militaires, mais aussi l'imposition de gouvernements factices ou encore des pantins, et aussi l'exploitation des ressources des pays africains avec des accords coloniaux qui étranglent les Africains. Et donc, le mouvement pyramide est un mouvement qui pour la résistance citoyenne, pyramidale, qui pour la rupture avec cette forme de néocolonialité et qui qui fait en sorte que les citoyens reprennent en main leur destin, chaque citoyen individuellement, pour s'assurer que nous reprenions en tout cas notre indépendance, notre réelle indépendance, notre souveraineté, et si ça peut se décliner par la suite en vraie démocratie, en privilégiant les éléments que nous avions avancés tout à l'heure, c'est-à-dire des élections libres et transparentes, la gouvernance, la question des droits de l'homme, le respect de la loi, les constitutions qui sont, je dirais, les piliers fondamentaux d'une réelle vraie démocratie qui est basée sur la souveraineté. Il n'y a pas de démocratie sans souveraineté, bien évidemment, et c'est ce qui nous amène juste avec les camarades à travailler surtout sur le mouvement panafricain, le mouvement pyramide, qui est un mouvement de lutte pour lutte contre la domination, n'est-ce pas, des pays africains, une lutte pour reprendre l'Afrique. L'Afrique, vous savez, l'Afrique, c'est le continent le plus vieux au monde qui a donné tous les éléments de civilisation à l'humanité. Cette Afrique doit reprendre justement dans l'ère du Verseau toute sa dignité, toute sa force, toute sa fierté, en s'enfonçant dans son identité. Et c'est pourquoi Pyramide est un exemple. Le Pyramide fait référence à l'Égypte ancienne,
aux pyramides qui ont défié le temps et l'espace, en termes de monuments, les seuls d'ailleurs, que les civilisations anciennes ont pu laisser, les empreintes de nos ancêtres. Et donc nous prenons comme référence justement pour ce combat, pour les Africains, pour reprendre leur liberté, leur souveraineté et surtout avoir la capacité de gérer leurs propres ressources pour le bien des Africains. Alors, vous en tant que panafricaniste, comment vous voyez la démarche de la CEDEAO? La démarche de la CEDEAO à recourir par la force à la guerre et réinstaller le président, disons, déchu, Bazoum. Ben, la CEDEAO, nous avons le sentiment que la CEDEAO marche sur la tête. Voyez-vous, la CEDEAO est devenue un syndicat de chefs d'État qui protège leurs intérêts. Alors que la CEDEAO était, je dirais, dans ses valeurs, dans ses principes, dans ses objectifs, avait pour but justement un espace de liberté économique et de bien-être pour la population. Et très rapidement, comme je disais tout à l'heure, je parle de chèque sans provision. La CEDEAO on a dérobé la CEDEAO de ses objectifs et on l'a transformé en un syndicat de chefs d'État qui se protège. Cette CEDEAO est incohérent avec sa propre dynamique et sa propre philosophie, dans la mesure où la CEDEAO, qui devrait être un espace économique, un espace de liberté, un espace de progrès, cette CEDEAO-là ferme les yeux quand les populations sont attaquées, quand les populations sont massacrées par les djihadistes. Cette CEDEAO est complètement absente. Cette CEDEAO qui, quand il y a tripatouillage constitutionnel, eh bien, la CEDEAO est toujours absente. On a vu le cas de la Guinée-Conakry, le cas aussi de la Côte d'Ivoire. Quand on a vu le cas du Togo, je vous ai évoqué d'entrée de jeu la question du Togo, le Togo étant je dirais, le centre tomatogène de la France-Afrique. Eh bien, la CEDEAO a fermé les yeux sur tous les massacres qui se sont passés au Togo, le tripatouillage constitutionnel, les coups d'État et les violences, la mauvaise gouvernance qui se passe au Togo. Donc, mais quand il s'agit de coups d'État militaire, en ce moment, la CEDEAO s'éveille et se réveille de son long coma, on a comme l'impression que la CEDEAO est en situation de mort. Et quand il y a un coup d'État militaire, eh bien, c'est comme s'il y a un électrochoc et qui l'amène à fonder les muscles, à prendre des décisions complètement farfelues qui ont pour objectif d'asphyxier les peuples. Donc, quand on a pris le cas du Niger, on a vu comment la CEDEAO a pris des dispositions pour que ce peuple-là soit privé de tout, de médicaments, d'énergie. Pourtant, la CEDEAO n'a pas pu atteindre ses objectifs. Dans le cas du Mali, c'est la première fois au monde qu'on ferme un pays, on ferme les espaces, alors qu'il y a les malades, il y a les personnes vulnérables, et qu'on prenne ces mesures sans penser à ces populations. C'est absolument choquant. Et donc, je pense que la CEDEAO devait redevenir la CEDEAO des peuples, pour que les peuples, dans leur solidarité, dans leur communalité, dans leur lien, puissent retrouver cette solidarité africaine et travailler ensemble pour le bien-être de l'ensemble des Africains de l'espace CEDEAO. On ne pourrait pas accepter, par exemple, que la CEDEAO se transforme en un espace de guerre et de violence, vous voyez, et je suis aujourd'hui sur la terre de Houphouët-Boigny, l'homme de paix, qui d'ailleurs a été l'un des fondateurs du PDCI-RDA, et je voudrais bien le citer. Le président Houphouët-Boigny a dit que dans la recherche de la paix, de la vraie paix, de la paix juste et durable, on ne doit pas hésiter un seul instant à recourir obstinément au dialogue. Je pense que les prérogatives du dialogue, les chances du dialogue ne sont pas tout à fait épuisées
Et j'ai le cœur brisé de savoir que c'est sur la terre du président Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, qui a toujours prôné la paix, qu'il y a une volonté du gouvernement ivoirien d'envoyer les Ivoiriens à la guerre et à la guerre pour se faire tuer et tuer d'autres Nigériens. C'est en tout cas c'est quelque chose qui est assez troublant pour les panafricains que nous sommes. Je vous ai vraiment invité, je dirais, les euphotistes, tous ceux qui portent le combat du président Félix Houphouët-Boigny, qui est un homme de paix, qui réclame son legs politique, spirituel et philosophique, doivent quand même rester cohérents avec cette philosophie pour donner les chances à la paix et ne jamais privilégier en tout cas la guerre comme étant une méthode de résolution des conflits. Alors, le pari. Oui, Mr. Lawson, est-ce pour ce plaidoyer que l'on vous a vu, bien entendu en Côte d'Ivoire, aller jusqu'à Yamoussoukro, à la basilique, pour vous ressourcer? Absolument. Tout au long de mon périple, j'ai eu la chance d'aller me recueillir dans la basilique de Yamoussoukro, Notre-Dame de la Paix. Notre-Dame de la Paix, justement parce que cette basilique symbolise la paix pour les Ivoiriens, pour les Africains. En ce moment où c'est les tambours de guerre qui sont en train de tonner, eh bien, j'ai eu l'opportunité de la délégation que je conduis et qui a été bien reçue, d'être conduit justement, demander d'être conduit dans la basilique où j'ai prié pour la paix, parce que seule la paix puisse permettre aux Africains non seulement d'assurer leur sécurité, mais aussi le développement. Et la démocratie ne peut pas se développer sans la paix. Et là, j'ai été inspiré par la pensée du président Houphouët-Boigny, à laquelle je veux inviter les Ivoiriens et le gouvernement ivoirien à se ressourcer sur les fondamentaux du président Félix Houphouët-Boigny, sur, je dirais, les fondamentaux de ce grand parti panafricain qui est le RDA-PDCI. Je sais qu'il y a d'autres partis comme le parti du président Laurent Gbagbo, le PPACI, et aussi de Charles Blé Goudé, le projet qui porte des visions panafricanistes, et cette vision ne peut pas amener les Ivoiriens à aller en guerre contre les Africains. Je pense que c'est une aporie de la raison, et j'invite justement le président Alassane Ouattara à revoir sa copie, et lui qui est l'héritier, en tout cas qui se revendique de l'héritage du président Houphouët-Boigny, ne pas trahir sa pensée quand il s'agit justement de travailler pour les chances de la paix, toujours de la paix, sans recourir à la violence et à la guerre. Alors, comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Ivoiriens que le PDCI, RDA, est un parti panafricaniste? Comment? Ben, vous savez que il faut remonter, il faut convoquer l'histoire. Et si nous convoquons l'histoire, nous nous rendons compte que le parti RDA-PDCI a été fondé en avril 1946 et c'était le Rassemblement démocratique africain. Et c'est le deuxième vieux parti de l'Afrique après l'ANC, le National Congress, African Congress de Nelson Mandela. Et si on peut avoir des divergences sur, je dirais, l'idéologie, du point de vue libéral, socialiste ou communiste, mais nous pensons que nous devons faire appel à des valeurs endogènes de l'Afrique, Ubuntu par exemple, et là, le mouvement CPP porte justement cette force, cette vision, et le président Félix Houphouët-Boigny a été un homme de paix, un homme de dialogue, et il a pu transmettre cela à son parti. Et nous estimons aujourd'hui que c'est important de faire rappel de ses valeurs, de ses principes, et aussi de sa philosophie, de sa philosophie politique, pour donner les chances à la paix au lieu de la guerre.
Donc le panafricanisme tire ses sources de là et il me semble aujourd'hui que les Africains doivent aller ensemble, doivent travailler ensemble pour le bien commun, pour le bien-être de toute l'Afrique, pour sortir l'Afrique de la pauvreté, de la domination, de l'exploitation, de l'esclavage moderne, mais aussi de donner des chances aux Africains de pouvoir avoir un avenir heureux, meilleur pour l'ensemble des générations présentes et futures. Mr. Che Lawson, nous rappelons que vous êtes togolais et vous résidez au Canada, c'est en Amérique. Vous êtes aussi à la tête d'un mouvement, MTN, mouvement pour un Togo nouveau. Alors, comment un leader panafricain, comment peut-il procéder pour un Togo nouveau en ce 21e siècle, précisément à partir de 2023? Comment? Pour un Togo nouveau. Votre question me semble-t-il assez pertinente, dans la mesure où, en effet, comme je le disais d'entrée de jeu, le Togo est au cœur justement de la France-Afrique, qui est le cœur cancérigène de toutes les difficultés de l'Afrique, comme nous venons de le voir, et par conséquent, il faut un Togo nouveau. Vous savez, un Togo nouveau permet de changer le logiciel de domination et d'exploitation, le logiciel de mauvaise gouvernance, le logiciel de la violence politique exercée sur un peuple démuni. Et ça va servir de modèle, d'exemple à toute l'Afrique. C'est pourquoi nous parlons d'un Togo nouveau, un Togo auquel on appelle tous les Togolais à travailler pour son avènement, mais aussi tous les Africains, tous les panafricains, parce qu'il faut rappeler que c'est au Togo que le premier assassinat de président a eu lieu en Afrique après les indépendances en 1963 avec le président Sylvain Solinto, et son corps n'est pas encore enterré au Togo, son corps est enterré à Angoin au Bénin. Voyez-vous, donc 60 ans après cet assassinat, le problème reste entier, la souffrance reste entière, car la France-Afrique continue toujours à martyriser les Togolais. Donc il faut une réconciliation, et cette réconciliation passe par la rupture, la pensée rebelle de l'État légitime. C'est notre vision du panafricanisme citoyen que nous appelons de tous nos voeux dans tous les pays. Et c'est d'ailleurs pourquoi Pierre-Ami travaille à rassembler l'ensemble des panafricanistes pour un seul et même objectif, une Afrique libre, une Afrique démocratique, une Afrique développée, où nous sortons de cet apartheid de développement, de domination d'exploitation posée par l'Occident, qui est dans un modèle capitaliste, et c'est tout simplement de transformer l'Afrique, et comme l'a dit d'ailleurs l'économiste Samir Ami, à une périphérie où on vient se servir des matières premières en contrepartie. Et puis on maintient les Africains dans la paupérisation, dans le sous-développement, pour les transformer en consommateurs avec une monnaie qui parfois est complètement un instrument d'asphyxie pour les économies africaines. Je fais référence au franc CFA, qui est donc une monnaie qui contient tous les éléments, n'est-ce pas, d'appauvrissement du continent, en tout cas sur le plan économique. Donc il nous faut nous libérer de ces accords coloniaux, mais aussi de ce franc CFA pour permettre l'émulation d'un pays, d'un continent, en tout cas d'un espace francophone, ou un espace africaphone qui privilégie les valeurs, qui privilégie les traditions, la culture, qui privilégie l'idéologie endogène africaine que nous appelons de tous nos voeux, et qui s'exprime par Ubuntu, je suis parce que vous êtes. Vous voyez, cette solidarité africaine pour l'ensemble de notre continent. Il nous faut une nouvelle vision, il nous faut une nouvelle approche, une nouvelle génération qui soit en rupture avec la méthodologie du passé, et que nous puissions porter une nouvelle doxa, cette doxa d'une Afrique libérée, d'une Afrique forte, et bien d'une Afrique développée, et qui laisse un cadre tout à fait émulatif pour les Africains.
Mr. Che, comment est-ce que tous ces mouvements que vous portez, tous ces grands, c'est-à-dire Kodi Togo, Pyramide MTN, comment est-ce que tout cela est perçu au Togo? Est-ce que vous avez contact avec le régime actuellement en place au Togo? Ben, comme je voulais exprimer au début de mes propos, nous sommes des Togolais de la diaspora, des panafricains, des Togolais africains de la diaspora, et qui sont en rupture de banc avec ce régime militaro-monarchiste qui dure depuis une soixantaine d'années. C'est une anomalie. Et donc, nous sommes en opposition contre ce régime et nous voulons le changer. Et donc, être en contact avec eux, je dirais non, mais nous ne fermons pas la porte. Nous sommes un mouvement citoyen politique. Nous pensons que c'est des Africains aussi et qu'ils doivent être amenés à comprendre la nécessité de créer un environnement favorable pour l'ensemble de tous l'ensemble des Africains. Comment est-ce que la diaspora peut faire sauter ce verrou-là? C'est une très bonne question. Nous travaillons sur le sujet, nous travaillons d'arrache-pied, mais ce n'est pas tout que nous pourrions de façon médiatique exposer. Nous estimons que le moment viendra où les résultats de nos efforts, du travail de fond que nous faisons puissent avoir ces éléments, ces arguments, en tout cas sur la place publique. Et pour l'instant, nous restons discrets sur la méthodologie, sur l'opérationnalité et aussi sur la façon dont nous voulons voir les choses changer au Togo. De toute façon, nous appelons à la solidarité de tous les Africains, car la question du Togo doit être au centre de nos préoccupations, au centre de nos combats, car tant que le Togo n'est pas libéré, l'Afrique sera toujours en difficulté. Mr. Che Alphonse Lançon, nous sommes au terme de cet entretien. Alors, qu'est-ce qui est inscrit prochainement à votre calendrier, dans l'agenda prochain? Qu'est-ce qu'on attend des panafricains? Des panafricains, ce que je dirais essentiellement, d'abord, avec une solidarité de tous les Africains sur la question du Niger, une solidarité avec les Nigériens et laisser les Nigériens gérer leurs problèmes en trouvant des solutions internes à la crise qui est survenue à la suite du changement de régime dans ce pays. La guerre n'est pas la solution, c'est toujours difficile, c'est toujours facile de commencer une guerre, mais on ne sait jamais comment elle se termine. Nous avons vu le cas de la Libye, les conséquences sur les pays africains sahéliens qui ne finit pas, qui continue puisque la Libye est complètement désarçonnée, éclatée, violentée, violée. Et donc on ne voudrait pas libyiser le Niger. Il va falloir donc une solidarité, une levée de bouclier de l'ensemble des pays africains pour qu'on trouve des solutions de paix et faire le pari de l'avenir. Les hommes passent, le pays reste. Et donc, l'essentiel, c'est de préserver le Niger en tant que pays. Et les Nigériens trouveront dans les mois, les années à venir, la forme de gouvernance qui leur plaît. Et les organisations internationales doivent accompagner ce processus de retour à l'ordre constitutionnel que de vouloir plutôt aller faire la guerre au Niger. Donc, sur la question du Niger, nous nous opposons à la volonté de la CEDEAO d'aller faire la guerre. Sur la question des bases militaires, nous voyons aujourd'hui que la géopolitique mondiale veut utiliser la terre africaine comme terre d'opération. On le voit au Soudan, on le voit aujourd'hui au Niger. On voudrait que les bases militaires quittent le continent pour que les Africains puissent s'occuper de leur propre sécurité, en tout cas, travailler à pouvoir avoir la défense nécessaire pour protéger le continent. La question de la gouvernance, bien évidemment, les questions démocratiques,
pour que les peuples puissent avoir la liberté de choisir leurs propres dirigeants. Les questions économiques, le bien-être des Africains. Les Africains ont besoin de manger à leur faim, d'assurer la sécurité, d'assurer l'éducation de leurs enfants dans un cadre plus ou moins épanoui et qu'ils ne soient pas obligés d'aller se jeter dans les mers, dans la Méditerranée ou de se faire esclavagiser, en tout cas dans les pays européens. Il faut donc donner des chances aux Africains de pouvoir évoluer en Afrique et se réaliser également en Afrique pour le bien du continent. Donc voilà, la question de la monnaie est une question importante. La question des bases militaires aussi, la question justement du développement et la question de l'endettement. Nous savons comment les pays africains dans ce système bétonien endettent les pays africains, les maintient sous profusion du siphonnage de l'endettement. Il faut sortir justement de cette logique. Et les BRICS aujourd'hui offrent des opportunités aux pays africains d'aller vers une autre forme d'économie qui est basée sur l'or, qui se détache un peu de cette économie de la dette. Enfin, il faut aussi évoquer la question mémorielle, la question aussi de notre mémoire qui est souvent confisquée et que l'histoire est tronquée souvent. Donc les historiens travaillent en tout cas à la vérité des faits historiques, mais aussi à pouvoir, en tout cas sur la question mémorielle, au niveau de l'esclavage et de la colonisation, de pouvoir payer des dommages et intérêts à ces générations d'Africains qui ont été esclavagisés et qui ont péri dans les océans, des millions d'Africains, plus de 20 millions d'Africains, et aussi sur le continent américain. Vous savez que c'est les Africains qui ont développé l'Amérique à travers donc la traite négrière, et il y a toutes ces questions de réparation, questions de mémoire aussi, et de retour des biens culturels africains qui ont été pillés pendant la période de colonisation. Parce qu'un peuple sans identité, un peuple sans référence, est un peuple perdu. Le cas de la Côte d'Ivoire est quand même un cas assez épatant, avec le tambour qui a été volé pendant la période de la colonisation, qui s'est retrouvé dans le musée en France. La dernière fois, il y a eu une cérémonie pour pouvoir ramener ce tambour ici en Côte d'Ivoire. Voilà, je pense qu'il faut accélérer ce processus. C'est un accélérateur de particules identitaires et il me semble qu'il faut aussi travailler là-dessus. Voilà un peu les dossiers sur lesquels nous travaillons en tant que panafricains. Nous estimons que chacun a sa place là-dedans, les médias, les politiques, la société civile, les économistes et aussi les chefs d'entreprise. Chacun devrait avoir au cœur l'Afrique, au cœur l'identité africaine, pour que nous puissions manger africain, se vêtir africain, mais aussi promouvoir l'Afrique, promouvoir cette belle diversité sur le continent, tout en étant ouvert au monde. Je terminerai par la question de l'uranium. Vous savez que l'uranium est cette ressource qui nous permet, nous l'avons en tout cas en quantité en Afrique. Et bien la question de la défense de l'Afrique doit être aussi pensée. C'est pas normal que l'Afrique ne dispose pas de centrales nucléaires et aussi nous devons penser la défense africaine pour protéger le continent, pour éviter que l'histoire ne se répète en termes d'attaque, en termes d'exploitation, de violence faite sur les Africains comme on l'a vu par le passé. Il faut donc aller vers l'avant tout en étant convaincu de nos valeurs, de nos principes, de notre humanité, de notre spiritualité, de notre culture, mais tout en s'assumant de notre sécurité, de notre défense sur le plan africain. Monsieur Rontier, vous êtes de passage à Abidjan. Comment est-ce que vous trouvez la capitale ivoirienne? Une très belle capitale. Je trouve quand même que Abidjan, la belle, n'a pas démérité. Je vois que la ville se construit, la ville s'étend. Il y a une activité économique assez vibrante.
Elle est toujours belle, Abidjan, et j'ai eu la chance aussi de sortir un peu, de visiter la périphérie d'Abidjan, d'aller à Assini, et puis de me promener un peu sur, je dirais, les lacs ivoiriens. Je vois une certaine similarité en termes géographiques avec le Togo, avec l'embouchure de la lagune qui rentre dans l'océan. En tout cas, la Côte d'Ivoire est un très beau pays. Il y a de très beaux paysages, les gens sont très accueillants, très fraternels. Et je me réjouis en tout cas de ce passage que j'ai eu sur la terre du président Houphouët-Boigny, du président Laurent Gbagbo, du président Bédié. Et j'inviterai donc le président Alassane Ouattara à rester dans la logique des prédécesseurs en termes de philosophie de paix pour éviter que la guerre au Niger, mais plutôt donner toutes les chances à la paix pour que les Africains travaillent les mains dans les mains en toute solidarité et en toute harmonie. Nous avions en plateau Thierry Alphonse Helou, j'y arriverai, Nyamasadji Lawson, qui nous vient du Canada. En effet. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je salue donc le débat ivoirien et tous les membres de l'équipe de M. Macri. Merci pour cet accueil et ça a été vraiment très touchant. Et je porte en tout cas des meilleurs souvenirs de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan. Et je pense que je vais le partager partout où je serai dans le monde entier. Et donc c'est un plaisir pour moi de partager ce plateau. Sachez, Mr. Lawson, que ce ne sera pas votre dernier passage. Ce n'est que le début. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. C'était le débat ivoirien, le débat TV. Notre invité du jour, Mr. Helou Nyamasadji Alphonse Hefoume Lawson. Merci à vos chers téléspectateurs et auditeurs. Merci. Entretien, l'interview, le débat ivoirien, l'interview. Entretien.